parce qu'il veut s'enrichir toujours. Mais l'idéologie est dedans. L'idéologie, c'était l'idéologie néoconservatrice qui disait l'égoïsme, c'est bon, c'est une vertu. Tu dois être égoïste et tu dois t'enrichir parce que, enfant, la main invisible du marché va donner quelques sous aux pauvres. Donc tu peux te sentir bien parce que s'enrichir, c'est une bonne chose. C'est bon pour tout le monde. Oui. Le système redistribuera, peut-être. Et on sait que c'est idéologique parce que ça, c'est pas vrai. On a vu, après la crise, avec la grande récession de 2007-2008, que ça, c'est pas vrai. Et malheureusement, les économistes qui continuent à gérer l'économie de pays comme le Mexique, mais aussi l'Europe, les États-Unis, continuent à y croire. Alors justement, ce système, malgré les crises, malgré les désastres, continue, Georges Volpi. Et je vous présente Rémi Douat qui nous a rejoints. Bonsoir. Bonsoir. Et qui est allé justement en faire parler un ancien trader. Absolument, il s'appelle Dan Sebula et son histoire commence à l'université Paris-Dauphine où il étudie la finance. Mais avant la fin de son DESS, une grande banque suisse l'appelle et lui propose le Saint Graal, un poste de trader à New York. C'est ainsi qu'à 24 ans, il quitte tout pour Wall Street et découvre ahuri ce que sera sa nouvelle vie pendant 8 ans. L'environnement des marchés financiers tel que moi je l'ai vécu, je trouve que c'est un environnement violent. Violent par les mots, violent par le rythme, violent par le bruit incessant, par les gens qui hurlent, qui crient. C'est un match de boxe, hein. Il faut savoir que le marché financier, il y a une cloche qui sonne le matin, il y a une cloche qui sonne en fin de journée. C'est un combat de boxe, il y a une adrénaline de dingue. C'est la performance poussée à son maximum et donc des relations très violentes, très mal polies. On est en train de parler de choses, des cris, des bastons, des coups de boule. J'ai vu un mec se faire éclater le nez devant moi, enfin une vraie violence, et je pense que les gens qui font ce travail ont une forme de violence en eux. On est vendredi soir, fin de journée, 18h, mon boss me dit « Dan, on va boire un verre ». On avait des voitures au parking, et là je le suis, je ne sais pas où je vais, je me gare. Nous sommes tous les deux, il me dit que d'autres collègues doivent nous rejoindre. Et on arrive devant, en fait, comme une boîte de nuit, une devanture de boîte de nuit. Et puis, il se présente en expliquant qu'il est un tel et qu'il vient de la part de un tel. 2 collègues nous rejoignent, donc nous sommes 4 messieurs en costard, cravate, et puis 4 femmes se mettent autour de nous, discutent avec nous, parlent d'actualité, parlent très bien le français en plus, donc est très étonnant. Et puis consommation de bouteilles de champagne, enfin il est 19h, t'es déjà un petit peu fait, quoi. Et puis la fille te dit on monte, et toi tu comprends qu'il faut aussi y aller, et tout le monde monte, les filles, les garçons. Et puis, on arrive dans une chambre, un salon, avec des lits, un peu cosy, lumière tamisée, et démarre une véritable partouze, quoi. Enfin, disons que mes collègues, eux, y arrivent, moi pas. Et je me rends compte que j'y arriverai pas. En plus, je parle avec cette jeune fille, je lui explique que vraiment, rien n'y fait, que je suis pas excité par cette situation. Et là, j'ai une vraie horreur de cette scène que je n'oublierai jamais. Au moment où je vous parle, je la revois, c'est assez dur parce que je vois mon boss se jeter comme un viol, quoi, sur une des filles qui étaient là. Je vois mes 2 collègues, tout le monde est marié, enfin, et ils sont là, et c'est une orgie. Et je redescends, j'attends qu'eux redescendent aussi, et puis il est 20h, tu sors dans la rue, t'es complètement bourré, il vient de se passer 2 heures de dingue, et ton boss te regarde et te dit voilà, on va emmener nos clients très rapidement dans cet endroit. Et il faut que tu comprennes que les clients, il faut les voir le pantalon baissé sur les chevilles. Parce que c'est seulement quand tu auras vu tes clients le pantalon baissé sur les chevilles qu'ils vont te passer du business, des ordres en bourse. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire du business. Voilà, donc c'est ça, ce que j'appellerais de la violence totale.
Et la violence, elle est dans le fait que tous les jours, je calculais ce qu'on appelle le PNL, le Profit and Loss. Et j'avais un pourcentage négocié avec la banque, voilà, tu rapportes, tu gagnes tant, tu nous fais gagner tant, tu gagnes tant, c'est vraiment un pourcentage. Donc c'est incroyable quand même d'aller au travail et tu te dis tiens, aujourd'hui j'ai gagné $10 000, gagné $10 000 dans la journée. Et donc cette espèce de course effrénée, où finalement tu te dis 10 c'est bien, mais pourquoi j'ai pas fait 12 ? Quand tu gagnes 15, tu te dis je suis une merde, il faut que je gagne 20, parce qu'en fait le mec en face, il en a gagné 50. Et puis le mec qui a gagné 50, en fait, c'est une merde parce qu'il y a un mec en face, au fond de la salle des marchés, qui en a gagné 150 dans la journée. Donc cette espèce de compétition permanente avec soi-même et avec les autres, dans un univers hyper bruyant, le jamais satisfait. Voilà. Et ça rend fou. Une des scènes qui m'a le plus bouleversé dans ma jeune carrière de trader, c'est qu'un matin, j'arrive aux toilettes, et que j'entends derrière la porte quelqu'un qui a l'air de pas se sentir bien, voilà, je tape à la porte, je demande qui c'est, j'ai pas de réponse, je retape, c'était mon boss. Il m'a ouvert la porte et il était à moitié recroquevillé, en pleurs, et là j'ai vu un petit garçon. Je lui dis mais relève-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu pleures, il est 8h du matin, il y a des larmes qui coulent de tes yeux, qu'est-ce qui se passe pour que t'en arrives là, pour que tu te drogues tous les matins? Et puis voilà, il m'a expliqué qu'il était pas bien parce que il y avait des gens qui gagnaient mieux que lui, et qui faisaient moins de travail que lui, etc. Et donc et là il y a quelque chose qui s'est fissuré en moi. C'est mon corps qui a sifflé à la fin du match parce que j'ai fait un vrai nervous breakdown. Moi, je me vois rentrer de Monte-Carlo, où j'avais été visiter des clients. Je suis à l'aéroport, à Roissy, et j'ai le sentiment que je suis en train de mourir. Je me le dis, et donc je paniquais encore plus en me disant c'est ça, en fait, une crise cardiaque. Et j'étais sûr que j'étais en train de mourir. Donc des gens m'ont vu, les pompiers sont arrivés, j'ai été transporté aux urgences. Puis j'ai commencé toute une batterie de tests qui se sont révélés tout à fait positifs. Voilà, j'avais une montée de tension, on va dire. Et j'ai commencé un travail de psychothérapie. Et 8-9 mois après, j'ai décidé de véritablement partir des marchés financiers parce que j'ai compris que cet environnement était très nocif, très toxique pour moi. Et aujourd'hui, Dan est devenu restaurateur, c'était son rêve de gosse. Et il est rentré dans l'économie réelle, comme il m'a dit, et il dit n'être jamais aussi heureux que lorsqu'il crée un emploi. Merci beaucoup, Rémi Doise. C'est absolument en écho avec votre livre. Mais bien sûr, parce que ça montre la violence de ce milieu, mais qui est une métaphore de la violence intime de ce capitalisme sauvage, de cette utopie de marché autosuffisant et sans régulation qui a été créée dans les années 80 et 90 aux États-Unis et en Angleterre et qui a contaminé complètement tout le monde. Mais malgré tout, alors les films, les livres, les traités, les commissions, les débats s'entassent, Georges Volpi, mais tout continue à rouler. C'est-à-dire votre roman raconte ce qui est en train de se passer toujours. Oui, parce qu'on peut se rappeler très bien qu'à l'époque, en 2007, surtout en 2008, tous les politiciens disaient on va changer complètement la régulation du milieu financier international parce que ça a été épouvantable, ça ne doit pas se répéter. Je me rappelle très bien, par exemple, du président Sarkozy en disant ça. Mais maintenant, on a vu qu'il n'y a pas vraiment un changement du système. Même l'administration du président Obama a fait une petite réforme, une toute petite réforme pour essayer de changer ça, mais vraiment on continue avec les mêmes systèmes. Et l'autre chose que mon narrateur dit toujours, il est un cynique, on sait ça, il est méchant, on ne doit pas tellement croire que c'est ce qu'il dit, mais il continue à écrire ses livres en disant oui, je suis coupable, je suis un criminel, mais les autres coupables et les autres criminels, les financiers, les banquiers, les politiciens, personne n'est en prison. Oui, il dit je ne vois pas comment je pourrais être moi coupable et eux, ils se seraient simplement trompés. Oui, c'est ça. Et il continue à avoir ses vies de luxe et il y a
un Madoff, il y a un Alberto Villers, il y a ces personnages fictionnels qui sont en prison, mais les autres, c'est l'impunité. Voilà, pouvoir de la littérature. Les bandits de Georges Volpi, traduit par Gabriel Iacouli, vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est absolument formidable.